3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez est avec nous ce soir en plateau, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Julien Pierre-Nouan d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion et avec nous en plateau également bien sûr Nuno Texera. Bonsoir Nuno. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. Je commence avec vous Nuno, l'idée de faire un petit état des lieux après un peu plus de 2 semaines de stress bancaire. Je redonne quelques éléments. Le 10 mars dernier, la banque SVB, la Silicon Valley Bank, était mise sous tutelle par les autorités américaines compétentes. De là, s'en est suivi une série d'événements assez intenses sur le front bancaire et financier notamment, côté banque régionale aux États-Unis, avec quelques épisodes spécifiques en Europe, autour du cas Crédit Suisse il y a une semaine, peut-être autour du cas Deutsche Bank aujourd'hui. Au regard de tous les éléments qui ont été apportés, des réponses qui ont été faites par les autorités monétaires, réglementaires, budgétaires, quels sont les points sur lesquels on est rassuré à ce stade? Quels sont encore les points de vigilance qu'il faut avoir vis-à-vis de ce secteur bancaire et du risque de contagion qui peut toujours exister? Alors là où on est rassuré, c'est sur la rapidité de l'intervention des autorités de tutelle, puisque aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, il s'est passé quelques jours avec, c'est vrai, des évolutions très rapides dans le cas de SVB qui a perdu une grande partie de ses dépôts en l'espace de 2 jours et une mise sous tutelle, comme vous l'avez rappelé, qui s'est fait dans les 2 jours. On voit même qu'on vient de trouver une solution de cession de son portefeuille de crédit et de dépôt. Il y aura une perte quand même pour le Trésor américain, ou en tout cas peut-être un espoir de retour à meilleure fortune, mais a priori, il y a quand même une prise en compte finalement du fait qu'une banque, même si elle est 16e au niveau national, ce qui est quand même la plus grosse faillite depuis la crise de 2008, mais disons, on pensait que voilà, ce type de banque ne pouvait pas avoir de risque systémique. C'est pas une petite banque. 16e banque aux États-Unis, c'est pas une petite banque. Exactement, 200 milliards. Mais il y a beaucoup de petites banques qui, on va dire, font faillite aux États-Unis sans qu'on en parle. Là, c'est aller un peu loin parce que c'était l'écosystème de la tech, du capital investissement qui était mis en jeu. Et d'ailleurs, certains s'interrogent un peu pour savoir est-ce qu'il n'y avait pas des choses finalement qu'on ignore sur l'importance peut-être plus stratégique que prévue de cette banque pour cet écosystème-là. Systémique peut-être pour un secteur d'activité particulier. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Bon, vraisemblablement, cette crise bancaire va aussi modérer un peu le durcissement des politiques monétaires, probablement à hauteur d'1 quart de point de moins que ce qu'on aurait pu avoir, 1 quart à 1,5 point de moins, tout simplement parce que ça va avoir un effet de contraction du crédit, de la distribution de crédit, parce que toutes les banques vont vouloir surveiller leur ratio de liquidité et donc vont être beaucoup plus attentives encore qu'elles ne l'ont été. Donc ça, c'est le côté rassurant. Bon, ce qui l'est moins, c'est qu'évidemment, on commence à voir les effets de cette remontée des taux directeurs. D'une part, on commence à voir aussi qu'il y a eu un relâchement finalement un peu aux États-Unis de la réglementation, puisqu'il y a un peu 2 catégories de banques. Les banques systémiques qui sont toujours surveillées de très très près, les autres qui finalement n'avaient pas tout à fait un traitement équivalent, notamment des pertes latentes sur leur portefeuille de titres, et ça peut avoir un impact. Donc il va falloir encore rassurer de ce point de vue-là. C'est ce qu'a fait la Fed en particulier avec des facilités de financement à court terme. Elle a déjà défait 2 tiers de son quantitative tightening avec une hausse de son bilan de 300 milliards de dollars environ. Donc voilà, il y a une réaction rapide, mais c'est à la hauteur aussi des enjeux et on l'a vu aussi en Suisse avec la rapidité d'intervention des autorités suisses pour trouver une solution pour Crédit Suisse. À ce stade, l'idée n'est pas qu'on va revenir à la situation antérieure. Il va falloir apprendre à vivre désormais avec un certain nombre de turbulences bancaires, financières, d'épisodes ici et là, devant nous encore peut-être, dont on espère qu'ils seront gérés au mieux par les autorités en charge.
Oui, pour l'instant, on n'a pas un dysfonctionnement du marché interbancaire. En Europe en particulier, les banques continuent à se prêter entre elles. On n'est pas du tout dans la situation de 2008, mais c'est justement ça qu'il faut éviter à tout prix. On a un secteur bancaire qui est beaucoup plus capitalisé qu'il ne l'était en 2008. Je crois que, par exemple, pour certains pays, on est presque au double des capitaux propres. Je pense aux pays d'Europe du Sud en particulier. Donc, on a des ratios Core Tier 1 qui sont quand même très solides, des stress tests qui sont appliqués aux grandes banques systémiques en particulier. Donc, on n'est pas tout à fait quand même dans la même situation, mais on a eu des taux extrêmement bas pendant des années. Probablement, les banques ont quand même cherché à améliorer leur rentabilité. Et on parle, par exemple, aux États-Unis, un petit peu de tout ce qui est finance de l'ombre, toutes les activités moins réglementées liées, par exemple, au financement du private equity, à la dette privée, etc., qui peuvent, à un moment donné, se retrouver un peu en difficulté dans ce contexte. Julien Pierre, la dimension financière ou le risque financier va devenir un paramètre, une dimension prépondérante aujourd'hui pour ceux qui décident, que ce soit les banques centrales ou les gestionnaires d'actifs également. Là, c'est un paramètre qui prend de l'ampleur et qui va nous accompagner encore quelques temps dans une phase où le resserrement monétaire reste le cap voulu, souhaité par les banques centrales. Absolument, les banques centrales sont confrontées à un problème d'inflation qui, contrairement à ce qu'on pouvait espérer sur la fin de l'année, ne part pas. Les chiffres de janvier et février, que ce soit aux États-Unis, en Europe, sont restés forts et sans doute plus forts que ce qui était attendu. Et on est dans ce grand mouvement de resserrement des conditions financières qui produit régulièrement des crises. Alors, on avait eu les fonds de pension britanniques en septembre. Alors, première grosse alerte. Chaque fois, il y a des sujets particuliers. On a eu ces problèmes sur certaines institutions bancaires sur les dernières semaines. Voilà. Après, il faut bien avoir à l'esprit que le système bancaire est beaucoup plus solide qu'il ne l'était il y a 15 ans. Lorsque vous regardez... on s'est tous jetés vendredi soir sur le rapport hebdomadaire de la Fed sur le bilan des banques. Ouais. Et lorsqu'on fait des graphiques, qu'on regarde le niveau de liquidité par rapport aux dépôts, on est sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait il y a 15 ans. Par ailleurs, on a eu une fuite des dépôts, mais des petites banques vers les grandes banques. Par ailleurs, les petites banques ont plutôt amélioré leur liquidité. Donc on a l'impression que les choses sont sous contrôle. D'ailleurs, c'est ce que disait Jérôme Powell le mercredi soir. Il disait qu'on avait eu un peu de fuite des dépôts, mais que ça avait l'air d'être en train de se calmer. Maintenant, on sait que la liquidité, sans doute, elle va rester très abondante, mais son prix va rester aussi cher. On sent, c'est un principe que beaucoup de banquiers centraux répètent régulièrement, c'est-à-dire que chaque problème doit avoir son instrument pour être résolu. Et donc, les problèmes de liquidité, on les traite avec des instruments de liquidité. La Fed a agi. Et par contre, le pilotage macroéconomique, ça reste la question des taux. Ça change quand même pas mal de choses pour le modèle bancaire en général et notamment les business models de banques vulnérables aujourd'hui, qui se retrouvent face à des dépôts fuyants, partants, des dépôts qui étaient très peu rémunérés quand même pour la plupart de ces établissements et qu'il faut donc compenser avec une liquidité qui n'a plus du tout le même coût. Ah, exactement. Oui. Non, mais ça change fondamentalement beaucoup de choses quand même de ce point de vue-là. Oui, ça change les choses, avec en plus aujourd'hui une facilité à arbitrer d'une solution d'investissement à une autre du bout du doigt. Après, il faut bien comprendre que les dépôts bancaires, souvent, ils vont rebouger au sein du système bancaire. C'est vrai. C'est ce qu'on a vu là aux États-Unis. Des petites et moyennes banques vers les grandes. Voilà. Et que les niveaux de rentabilité des banques étaient encore assez élevés. Donc une capacité effectivement peut-être à payer cette ressource dépôt un peu plus cher sans que ça remette en question le modèle économique des banques. J'entends. Et on a une forme de solidarité des banques aussi, puisqu'on a vu dans le cas de First Republic Bank un consortium quelque part un peu guidé probablement par la Fed de 11 banques sauf erreur, qui a apporté une trentaine de milliards de dollars de liquidités pour compenser un peu finalement son surplus de liquidité reçu justement de cette inquiétude. J'étais un peu taquin vendredi, mais c'est le constat qu'on dressait. J'ai pas vu la même solidarité de la part de l'écosystème tech vis-à-vis de SVB que je n'ai pu le voir de la part de l'écosystème bancaire vis-à-vis de First Republic.
Non, mais c'était petite remarque au passage. Alexandre, vos commentaires là sur ce stress bancaire, avec effectivement, je le disais en introduction, si on regarde le niveau du CAC 40, bon, 7075 points, quasiment 7100 points. Oui. On n'a pas l'impression qu'on est en pleine crise bancaire. Non, parce que ça, ce que vous disiez, c'est que la réponse est quand même très très rapide. Et on voit qu'il y a des départs de feu qui sont peut-être même je dis pas dans le roadbook des banques centrales, mais ils ont dû commencer à lister toute une série de risques qui peuvent arriver quand on remonte les taux aussi rapidement. J'espère, oui. 0 à 5% en même pas un an et demi, c'est une vitesse absolument incroyable. Forcément, ça doit craquer quelque part. Donc ça craque un peu sur les banques. Mais la réponse est à chaque fois quasi instantanée. Et on ne laisse même pas passer le week-end. Hein. Les communiqués tombent à peine, les marchés à terme réouvrent le dimanche. C'était la première fois qu'on avait eu ça, donc il y a 15 jours. Tout de suite, à 11h, enfin minuit 15, 11h15, vous aviez le communiqué. Ça, c'était la partie risque, effectivement, mais la bonne nouvelle que cela génère, c'est que ça fait retomber assez rapidement les taux courts. Donc, c'est une repentification de la courbe de taux. Et ce qui apporte aussi du coup de l'oxygène au bilan bancaire, parce que si les taux commencent à redescendre un petit peu, ça revalorise un petit peu comme la partie obligataire. Donc, les pertes non réalisées sont un peu moins importantes désormais. Moi, je dirais que c'est plutôt... On a quelque chose qui est pas mal, qui est pas mal, à condition que ça reste non systémique. Dans un contexte de polycrise, voilà. On trouve des situations qui sont peut-être moins catastrophiques que ce qu'on pouvait imaginer. Parce que ce qui va se passer là, c'est ce que vous disiez, c'est que vous aurez un effet mécanique de ce choc bancaire sur la quantité de crédit délivré, sur le coût du crédit délivré, donc sur pour les entreprises. On le voit d'ailleurs, les chiffres de la BCE vont dans ce sens-là, c'est des chiffres qui sont tombés, ceux qu'on a eu ce matin comme rapport, forcément avant le choc. Et déjà, on avait déjà ce ralentissement des crédits, la croissance des crédits aux ménages et aux entreprises, ça ne peut que décélérer après ça. Donc, pour la consommation, ça va forcément être un peu moins favorable, sans pour autant la castrer complètement. Mais comme le stock d'épargne a été également un peu égratigné avec le post-Covid, on voit que les choses se réalignent, pas de manière très souple, mais ça va quand même faire une bonne partie du boulot des banques centrales. Et si on regarde les autres sources d'inflation potentielle, on ne voit pas pour l'instant. La crainte que certains peuvent avoir, c'est que ces 300-400 milliards que la Fed met à disposition, ça soit un nouveau inflationniste. C'est qu'en gros, ça freine le combat des banques centrales contre l'inflation. Voire même qu'on ait un nouveau départ de fonds sur l'inflation. Mais tout ce qu'on regarde sur la partie des matières premières et des biens, on voit que l'inflation ne repart pas de ce côté-là. La Chine qui réouvre, aucun signal d'explosion de l'activité, que ce soit via les PMI, que ce soit via les profits des entreprises qu'on a eu, on a eu le chiffre ce matin, même les derniers chiffres de vente de détail ou autres, c'est pile en ligne avec ce qu'on attendait, et on voit que sur la partie commodities, ça ne se retend pas du tout. Non. Donc il n'y a pas de stress qui arrive de ce côté-là. Sur la partie transport, etc., c'est encore très, très, très descendant. Donc il y a, même sur les prix à la production, on est sur des replis en year-to-year. Donc il n'y a rien qu'on sent revenir sur la partie commodities et biens. Quand vous regardez l'inflation américaine dans sa composition, qu'est-ce qui contribue encore beaucoup? C'est les services et l'alimentaire. Mais la partie énergie est quasiment en contribution négative, et la partie des biens également presque en contribution négative, et on va y arriver. Je pense que dans les prochaines publications, très probablement, ou la suivante, on va commencer à voir l'énergie contribuer négativement. Certains prix vont être en déflation. Exactement. Oui. Et donc, oui, le service, on sait que c'est 2 tiers de l'économie américaine, donc c'est là que la Fed veut encore jouer, mais ce qui se passe pour les banques, c'est là-dessus, je pense que ça va intervenir, c'est-à-dire via les LATEC ou autres, via le coût des crédits, etc. Les services, déjà, on voit que la pente de progression de l'inflation des services est en train de ralentir, on sent qu'on est un peu sur un sommet. Donc, pourquoi aller plus loin sur les taux de la Fed? Et donc les marchés, ce qui a fait beaucoup baisser les marchés l'année dernière, c'était cet effet de taux. Donc l'effet de taux sur les marchés, il semble quand même très largement consommé à ce stade, notamment sur la tech. Désormais, c'est quel poids sur la croissance américaine cela va générer, et qu'est-ce qui n'est pas encore pricé. Mais sachant que l'année dernière, quand on avait déjà des moins 20, moins 30 sur les marchés, il n'y avait pas seulement un effet taux, il y avait aussi un effet de récession anticipée qu'on n'a jamais vu arriver. Donc si on la voit arriver maintenant, finalement un pricing déjà un peu fait en 2022. Ouais. Donc on a l'impression que c'est ce match qui va se jouer en fait. Quel effet de la baisse des taux pour les marchés, la détente des taux, versus le risque macro, mais un risque macro où on ne voit pas non plus de décrochage dans les indicateurs avancés ou autres. Donc oui, il y aura probablement une récession cette année, peut-être au S2, mais on ne voit pas de falaise arriver, quoi. Comment on réfléchit à la vitesse de transmission peut-être du resserrement des conditions de crédit bancaire aux États-Unis vers l'économie réelle? Julien Pierre, est-ce que c'est un phénomène qui peut être très rapide, très fort, immédiat? Est-ce qu'on peut avoir une forme de credit crunch un peu brutal de ce point de vue-là? Ou est-ce qu'il faut aussi peut-être prendre en compte des effets d'inertie, des bilans chez les ménages et chez les entreprises qui les rendraient moins sensibles peut-être à une moindre distribution de crédit bancaire? Oui,
absolument. On le voit, on a eu ce rapport, et dans ce rapport hebdomadaire, on voyait plutôt le crédit qui était resté bien orienté. Et ce qui est très clair, c'est qu'on n'est pas dans la situation classique qui fait suite à des excès de crédit. Ouais. Les ménages, les entreprises ont reçu énormément d'argent, mais pas forcément sous forme de prêt, sous forme de chèques envoyés, qui font que leur bilan aujourd'hui reste encore relativement solide. Si vous regardez le ratio de dette privée sur PIB aux États-Unis, on est sur des niveaux tout à fait raisonnables et on n'est pas dans une période qui fait suite à des excès. Qui veut dire en plus que ce qui est intéressant aussi pour finir sur cette question de problème des banques américaines, on parle de titres, de pertes sur des titres qui sont généralement des obligations d'État et qui sont liées, des pertes latentes liées à la dépréciation du fait de la hausse des taux. Mais les $100 qui ont été achetés, ils seront remboursés $100. À terme, oui. En 2007-2008, on avait des actifs où on avait une vraie perte de crédit. Oui, bien sûr. Et donc, on a tous ces facteurs quand même de résistance qui font que finalement, ça met du temps à mordre sur l'économie. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de discours l'année passée disant « Oh non, mais les banques centrales pourront jamais, la Fed, si on arrive à 4% de taux d'intérêt, ça sera vraiment le bout du bout. » Et voilà, on se rapproche des 5 pour l'instant. Il y a 3 semaines, on pensait 6. Il y a 3 semaines, on pensait 6, mais quelque part, a raison, parce qu'on a cette économie qui résiste bien. Les données économiques sur l'activité depuis 2-3 mois montre plutôt une réaccélération. Et ce qui est important, c'est ce qu'on voit sur le secteur résidentiel. Les chiffres du secteur résidentiel aux États-Unis depuis 1 à 2 mois montrent plutôt une stabilisation. Donc finalement, la question c'est est-ce que le soft landing c'était pas 2022 et qu'aujourd'hui on a une activité qui est en train de repartir. Et ça, pour une banque centrale, la Fed, ça peut compliquer la donne. Ouais. Nuno, dans quelle mesure, effectivement, ces événements bancaires et la transmission avec des durcissements de conditions de distribution du crédit bancaire, dans quelle mesure ça aide la Fed? Est-ce que ça peut rester un phénomène contrôlé, qui ne bascule pas dans quelque chose qui serait incontrôlable, un crédit crunch trop violent et trop dur à supporter? Et la question in fine, puisque le nouveau pricing de marché se met en place, où est-ce que vous placez la barre pour une première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine dans ce cycle? Il est clair que ce qui s'est passé fait en partie le travail de la Fed, et c'était sans doute d'ailleurs ce que la Fed non pas souhaitait, mais en tout cas souhaitait une forme de ralentissement du crédit, ralentissement de la demande, parce que c'est encore la composante cyclique dans l'inflation core qui est encore mal orientée finalement et qui lui pose un problème. Donc on s'achemine de toute façon vers le plateau maintenant. On n'est plus du tout dans le scénario à 6% a priori, parce que ça serait beaucoup trop déstabilisant pour un environnement financier déjà un petit peu fragile. Ce qui nous interpelle un peu, c'est la volatilité sur les taux, qui est beaucoup plus importante en fait que la volatilité sur les actions. La volatilité action, elle est supérieure à la normale, mais il n'y a rien de choquant. Et c'est rare qu'on puisse avoir autant de volatilité sur les taux sans que ça se répercute. Ou alors, soit la volatilité sur les taux baisse. Bon, là, c'est vrai qu'il y a une espèce de bataille entre ceux qui considèrent que les taux doivent monter davantage pour combattre l'inflation et puis ceux qui sont attentifs justement au système financier. On verra comment ça va se régler. Mais si la volatilité sur les taux ne baisse pas, là, on peut avoir des effets collatéraux sur les marchés d'actions qui, pour l'instant, tiennent bien. On est sur une hausse de quoi 3% en euros du MSCI World, 10% on est toujours sur la zone euro. Avec des résultats qui sont un petit peu en attente de contraction, mais rien de spectaculaire, et des entreprises qui se portent bien avec des trésoreries plutôt confortables. Cette volatilité sur les marchés de taux, qu'est-ce qu'elle nous dit, Nuno? Au-delà du fait que jamais la Fed, sans doute, n'a été aussi proche de son taux terminal, elle l'était déjà avant les événements, elle l'est encore plus sans doute aujourd'hui, mais
qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est encore une fois, où est la barre pour une première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine? Est-ce que les événements qu'on a connus peuvent amener une première baisse de taux plus vite que ce qu'on imaginait il y a 3 semaines ou un mois? Oui, alors c'est là où on est plutôt en décalage avec le marché. Le marché anticipe des baisses de taux avant la fin de l'année, aux États-Unis de plus de 50 points de base. Et il nous semble que ça ne va pas se faire aussi rapidement, sauf, encore une fois, risque systémique majeur qui oblige Mais ça serait... surtout si l'inflation reste encore un souci dans les prochains mois, ça serait certainement un problème pour la crédibilité des banques centrales si elles devaient faire machine arrière sur les taux un peu en catastrophe. Et ce qu'on a vu là, le genre d'événements qu'on a vécu depuis 15 jours, ne sont pas des risques suffisamment systémiques pour effacer complètement cette partie-là de la politique monétaire? Non, je crois pas. Je crois que pour l'instant, on a d'autres outils, d'autres instruments pour traiter ce type de problème de liquidité en particulier, que de baisser les taux, encore une fois, ce qui serait vraiment perçu comme, à la limite, un signal de panique de la part des banques centrales. Oui, c'est ça. Ce serait pas Ce serait pas rassurant. Non, mais voilà, parce que là, quand on a vu les taux rebaisser, on a vu immédiatement alors des mécaniques assez traditionnelles se remettre en place, notamment le Nasdaq, les valeurs défensives, les valeurs de croissance visible qui sont tout de suite revenues, notamment parce que la valorisation était plus favorable. Vous dites, ce mécanisme-là, il ne faut pas y compter si les banques centrales se mettent franchement à rebaisser leurs taux. Non, ce ne sera pas un soulagement pour les marchés actions. Le bilan, ce qui a été fait par la Fed, ça, c'est quelque chose de tout à fait logique, mais agir sur les taux pour renflouer le système financier, je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Alexandre, qu'est-ce qu'on peut dire vos commentaires? Et je veux bien qu'on dise spécifiquement là, les indices sectoriels bancaires. Je sais pas, il y a un signal particulier à l'issue de ces 15 jours de se dire ça y est, la tendance est complètement cassée, ou est-ce qu'on reste encore dans des zones qui permettent d'être pourquoi pas constructif sur ces actions bancaires? Déjà, juste pour revenir sur les propos de nous qui me semblent intéressants, c'est vrai que historiquement, en termes de signaux, quand on a des taux courts comme ça, le 2 ans ou autre, qui passent aussi fortement sous le taux de la Fed, aussi bas, les 3 précédents cycles de redressement de taux, à chaque fois qu'on est tombé aussi bas, ça signifiait qu'on était au taux terminal. Donc normalement, on y est. Dans 2 mois, le 25 points de base, c'est pas garanti. Deuxième constat ensuite sur la repentification, et ça touche les banques aussi du coup. Là, on a une repentification qui s'est faite très vite. On était à moins 110 points de base, on est remonté à moins 40 points de base 2 ans, 10 ans. Il y a eu deux phases précédentes où c'était une catastrophe. C'est pendant la repentification que les marchés ont plongé. Mais la fois d'avant, dont on parle moins, c'était la période de 89 à 1992. Donc il y avait une inversion de courbe de taux à la fin des années 80, et la repentification qui s'est faite après. Et là, par contre, le SP500 montait durant cette phase-là. Donc toutes les repentifications ne sont pas traductrices de façon de ça. Après, sur les banques, il y a un petit détail graphique. Je sais que ça, il faut. Je vais tirer les foudres mais il y a un détail qui compte pour les stock 600 banques. Si vous regardez le stock 600 banques, donc l'Eurostock 600, il était sorti, en fait, vous aviez une zone un peu de compression, en fait, pendant plus une grosse zone, pendant plus de 10 ans. On sort par le bas au moment du Covid, on réintègre cette zone dans une espèce de biseau comme ça, de consolidation, qui montre qu'en fait, l'appétit pour les banques était diminué, un peu comme Crédit Suisse, en fait. C'était une petite morlante comme ça. On sort par le bas pendant le Covid, et puis on ressort par le haut ensuite, phase de normalisation, mais les taux qui remontent. Et là, en fait, on retrace, on vient chercher, en fait, la zone de cassure. On a cassé une zone, et on est venu s'appuyer. C'est un peu drôle, parce que c'est un indice qui est quand même synthétique de toutes les banques, mais techniquement, il vient s'appuyer sur la zone qu'il a cassée. Donc, d'un point de vue chartiste, il y a quelque chose. Peut-être que les algos, ça les a un peu titillés aussi, quand on a perdu 20% en ligne droite, de racheter un peu sur ces zones de prix. Après, moi, j'ai pas envie de faire un pronostic sur le secteur bancaire en particulier, parce qu'il suffit que demain, il y a un truc sur Deutsche Bank qui vont perdre 15% ou 20%. Donc, trop de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Trop de facteurs, mais à la fois, l'aspect quand même rassurant qui fait que moi, je ne suis pas contre, si on prend le cas de valeurs comme BNP, par exemple, qui était à moins de 50, je ne vois pas d'intérêt à ne pas racheter du BNP sous les 50 euros ou à 50 euros. Voilà. Déjà par rapport aux dividendes. Ensuite, par rapport à la vitesse de réaction des autorités européennes. Et encore une fois, parce que le système bancaire aujourd'hui, c'est un des principaux canaux de transmission de la politique monétaire. Donc, on peut raconter tout ce qu'on veut sur les banques. Si demain, on laisse un choc systémique s'installer, et la BCE le dit un peu en ces termes aussi, il est votre canal de transmission de politique monétaire. Bien sûr. Par quoi ensuite? Bien et on sûr. sait que le budgétaire n'a plus de levier, parce que tout le monde les appelle les États à faire attention, quoi qu'il en coûte, etc. Donc, le principal canal de transmission de la politique monétaire, en cas d'urgence, et on l'a vu avec la Fed, ça se passe quand même via les banques. Donc, même s'il y avait encore un choc,
Voilà. Et donc je ne crois pas qu'on ait le risque de voir une contagion telle que celle de 2007-2008 parce qu'il en coûte tellement à l'économie ensuite que faire tout ce qu'on a fait pour le Covid, pour normaliser ensuite et se reprendre des coûts de redressement de l'économie qu'on avait à l'époque 2008, il n'y a aucune logique économique, financière à ça. Donc pour ces raisons-là, oui, je pense que racheter des banques européennes au niveau actuel, surtout européennes d'ailleurs, où la sécurité me semble plus importante que sur les banques américaines, ça ne paraît pas idiot. Parmi les outils cités par Christine Lagarde pour faire face aux problèmes éventuels de liquidité, le fameux TPI qui a été mis sur pied l'été dernier et qui vise justement à garantir la bonne transmission de la politique monétaire, soit en défendant des souverains qui seraient injustement attaqués, soit peut-être à destination également du secteur bancaire qui pourrait être injustement attaqué. Et il est possible que le marché en tienne déjà compte parce que par exemple dans la phase de stress récent, on n'a pas vu de mouvement sur le souverain. Regardez le 10 ans italien-allemand, il est même resté dans des zones 180 points de base. Ça a presque plus bougé. Il y a peut-être une petite thématique comme retraite pendant quelques semaines sur le spread France-Allemagne qui est retombé ensuite, mais finalement c'était plus stable sur l'Italie-Allemagne pendant quelques semaines que sur le France-Allemagne. Donc bon, c'est vrai que là-dessus c'est pas un sujet pour les marchés en tout cas à ce stade. Julien, vos commentaires, et puis je voulais qu'on dise un petit mot alors de la sphère émergente, mais avant ça, ce que beaucoup ont remarqué effectivement dans les données hebdomadaires publiées par la Réserve fédérale américaine, il y a un guichet, une facilité qui a été utilisée ces derniers jours visiblement et qui n'était pas utilisée depuis longtemps, qui est une facilité en dollars pour des institutions étrangères. Comprenez notamment des banques centrales, pourquoi pas. Et l'une de ces banques centrales, ou certaines de ces banques centrales, sont visiblement allées taper, comme on dit, 60 milliards de dollars auprès de ce guichet spécifique de la Réserve fédérale américaine. Alors je ne sais pas, il y a un mystère, parce que le nom ou les noms ne sont pas dévoilés. Il n'y a pas de stigmatisation de ce point de vue-là qui est faite par la Réserve fédérale américaine. Néanmoins, ça entretient un peu la spéculation et l'idée peut-être que ce risque de liquidité en dollars est en train de se diffuser à des acteurs du monde émergent ? Alors, sur l'utilisation de cette liquidité, effectivement, on ne sait jamais qui... Alors, ce qui est clair, c'est que ça ne rentrait pas dans les facilités qui ont été mises en place en urgence. C'est pas les accords de swap. Voilà, les accords de swap. Après, effectivement, on verra. Peut-être que ça redisparaîtra à la prochaine publication. Ce qui est clair, c'est que le renchérissement de la liquidité dollar, c'est toujours un contexte compliqué pour les émergents qui émettent, alors ils émettent plus dans leurs devises que par le passé, mais restent quand même toujours tributaires des investissements, notamment de toutes les gestions émergentes et qui privilégient souvent les actifs en devises dollars. dures. Ouais. Et il y avait évidemment des questions. Alors après, sur les émergents, c'est vrai que conjoncturellement, on ne voit pas une réelle accélération de la croissance. La Chine, on revient à la cible de 5%, mais on n'a pas du tout ce qu'on avait eu en 2009, où on avait eu une forte reprise. Et puis, il y a des histoires un peu spécifiques. On sait que la Turquie, il y a ce policy mix très particulier. Le Brésil, il y a quand même des questions sur la politique budgétaire que va mener l'administration Lula. Là, on ne va pas parler de la Russie, mais... bien sûr. Voilà, oui, il y a des poches de fragilité ici et là. Mais comme toujours, j'ai envie de dire, dans cette sphère. Toujours, mais il y a des phases où, effectivement, les étoiles, les planètes s'alignent. Et aujourd'hui, est-ce que c'est le cas pour les émergents ? Nous, on pense que non. Ce renchérissement global de la liquidité que mettent en œuvre les banques centrales occidentales et peut-être... Dans quelques mois, la Banque centrale du Japon, on n'en est pas encore là, mais ça fait partie des choses qu'il va falloir surveiller d'ici la fin de l'année avec ce nouveau gouverneur et une inflation qui, au Japon, va accélérer, des salaires qui accélèrent aussi. Et c'est vrai Je crois que tout le monde est très ouvert d'esprit désormais sur ce genre de questionnement. Voilà, donc on sent que la liquidité se renchérit et ça reste un contexte compliqué pour les émergents. Sur la Chine spécifique, un peu plus de 3 mois après la réouverture sanitaire, on a des données tangibles qui permettent de valider le scénario de reprise par la consommation. L'objectif de autour de 5% de croissance pour cette année, il est validé, il est atteignable, il reste conservateur. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade ?
Alors, si on regarde un petit peu toutes les données qu'on a à disposition, les PMI clairement valident effectivement cette reprise assez rapide. Les données de mobilité que les gens regardent souvent, hein, le trafic routier, le trafic dans le métro, vont aussi dans le sens d'une réouverture relativement rapide et d'un retour à des niveaux satisfaisants. Mais c'est vrai qu'on a d'autres choses qui sont un peu en demi-teinte. Le commerce extérieur. On n'a pas eu de fort rebond des importations et des exportations. Ce matin, on a eu les profits des entreprises qui sont plutôt à la traîne. Et je crois que c'est Maersk qui disait que les signaux qu'eux ont en tant que transporteurs sont plutôt mitigés. Donc c'est peut-être une question juste de temps. Il faut que après cette période un peu exceptionnelle, les ménages mettront du temps à revenir à la normale. Voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup joué sur la psychologie des marchés sur le début de l'année. Donc c'est un élément à surveiller. Sur la sphère émergente, Nuno, est-ce que d'ailleurs c'est un univers de diversification pertinent aujourd'hui pour l'investisseur global? Et qu'est-ce qu'on peut dire d'une reprise chinoise qui serait confrontée à une faiblesse peut-être un peu plus marquée que prévu de la demande extérieure, à savoir l'idée d'une récession ou d'une baisse de la consommation aux États-Unis ou en Europe? Non, il est clair que le contexte aujourd'hui pour les émergents est un peu plus difficile que ce qu'on avait imaginé avec la reprise chinoise. Cette liquidité en dollars qui se renchérit n'est pas une bonne chose. Sur le commerce extérieur chinois en particulier, ce qui nous trouble un peu, c'est que les importations repartent, mais les exportations, elles, sont plutôt en baisse par rapport à ce qu'on aurait imaginé. Donc, ça veut dire que la demande mondiale commence à peser sur la dynamique du commerce extérieur chinois. Les Chinois voyagent pas du tout au niveau où ils voyageaient à l'extérieur, à l'étranger. Donc voilà. Donc il y a des choses positives, mais d'autres qui le sont moins. Nous, on préfère sur les émergents retravailler la dette. En fait, ça fait partie des classes d'actifs obligataires qu'on aime bien déjà depuis pas mal de mois. Ça a été un peu moins favorable récemment, mais il nous semble quand même que les tensions inflationnistes, là aussi, se calment quand même dans les pays émergents. Ils avaient beaucoup remonté leur taux directeur. On préfère travailler plutôt la dette en dollars que les actions où on est neutre. On n'a pas de conviction très forte sur les actions aujourd'hui. Sur les actions chinoises, Alexandre, est-ce qu'on peut parler de déception ou pas à ce stade? Tout dépend le timing que l'on prend. Si on est rentré en novembre, ça va encore. Voilà. Le point bas, ça me semble avoir été fait quand vous regardez à la fois le segment obligataire, même high yield des Chinois et les actions. Il y a vraiment le point bas, capitulation, et ça repart vraiment sur des signaux clairs. On enlève le risque sanitaire. Le signal du G20 était pas mal à un moment donné. Alors ça s'est retendu ensuite avec les États-Unis, mais il y avait un G20 où il y avait quelque chose qui avait bien marché. Là, ça, ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est pas terrible. Quand on voit les photos de Xi et Poutine, c'est pas ce qui rassure le plus d'investisseurs. Poutine, le destructeur de richesse par excellence. On regardez tous les ETF exposés à la Russie, moins 80%, donc c'est cuit. Donc le risque, je dis pas qu'il faut comparer les deux, mais je trouve que d'un point de vue de l'investisseur qui cherchait des signaux d'apaisement et qu'on avait eu. Donc encore une fois, octobre-novembre, cette séquence était très bonne jusqu'à la fin d'année. Et ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est un peu moyen. Je pense quand même que c'est pas ce qui va faire retomber les indices chinois sur leur point bas, parce qu'on a vraiment ce sentiment de capitulation, de trucs qui repart, et puis surtout les points qu'on a touchés sur la Hang Seng ou autres, c'est des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 2011-2012. Donc on n'a pas détruit non plus autant de richesses que ça. Donc à mon avis, il y a un peu de réalisme qui s'impose aussi. Mais je dirais que oui, là, on a quand même une correction aussi, depuis que l'Europe ne suivait pas. Nous, je suis le premier à m'époumoner. Mais attendez, l'Europe, c'est la seule zone qui monte. Les US sont déjà en train de faire -7 par rapport à leur point haut de février. Et la Chine aussi était sur des rattrapages. Donc, il semble comme que ce creux, d'un point de vue purement marché, est quand même plutôt achetable que vendable. Mais on attend quand même effectivement des catalyseurs qu'on ne voit pas arriver. Simplement, le fait que le contexte mondial va ralentir ce qui se passe sur les banques, ça va quand même mettre moins de pression sur les taux. Le dollar est quand même sur une phase un peu de repli. Et ça, pour les émergents, c'est quand même d'un point de vue valo, c'est quand même ce qui pourrait, je pense, un peu soutenir. Et puis, ces émergents d'aujourd'hui sont quand même beaucoup plus résilients, même en activité domestique, qu'ils ne l'étaient à un moment donné. Donc, il y a aussi cette résilience domestique qui fait que je ne pense pas qu'on ait un vrai choc. Pour moi, le point bas sur les émergents, en tout cas, a été fait l'année dernière. Je ne pense pas qu'on le revoit à ce point-là. Un mot des enjeux un peu de court terme là pour nos indices peut-être, Alexandre. On est quoi, dans une zone neutre d'hésitation? C'est comme ça que je le verrais. Si on prend les indices européens, vous avez le
le point haut qu'on a touché sur le dernier rallye, le point bas, là on a fait moins 7, moins 8. Je pense que si on prend le cas du CAC, ça parle à tout le monde, il y a une zone, je pense que le 6005, c'est la zone en fait sur laquelle on s'est appuyé en décembre avant de repartir sur le fameux rallye janvier-février qui est un peu surfait. C'est la baisse de fin décembre qui nous ramène à 6005, voilà. C'est ça sur le CAC, d'accord. Je pense que cette zone-là a de quoi absorber les... Donc on n'y est pas du tout actuellement, mais si on devait effectivement avoir une situation qui n'est encore pas terrible, je pense que c'est une zone qu'il faut pas l'écarter. Voilà. Mais en dessous de 6005, pour moi, on serait plutôt sur la survente, ce serait plutôt des bear traps que... C'est un peu le scénario du pire, quoi. Oui, voilà. 6005. Voilà. La gestion du pire pour un investisseur. Et si on prend des gros indices américains, Nasdaq, je ne suis pas convaincu que le point bas, je pense qu'il a été fait par rapport aux questions de taux ou autres, mais il suffit d'avoir une zone de résultat qui est encore un peu moyenne ou autre. Qu'on se balade en fait entre les points hauts récents et le point bas de l'année dernière, je pense que c'est un peu un risque, mais plutôt un range bas long, plutôt qu'un risque de retomber sous les points bas. Nuno, quand on regarde le marché global, toute classe d'actifs, qu'est-ce qu'on a eu envie de modifier peut-être dans les stratégies là, au cours des 15 derniers jours ou des 3 dernières semaines? Qu'est-ce qu'on a eu envie de confirmer? Ou est-ce qu'on est peut-être un peu moins confiant pour la suite? Alors la première chose, c'est la transformation au niveau corrélation entre actions et taux. Ça, c'est vraiment la leçon des dernières semaines. On avait une corrélation très forte à la baisse sur 2022. Là, on a enfin, je dirais, des marchés de taux qui servent d'amortisseurs. On est d'ailleurs sur des performances équivalentes entre un MSCI World en euros et un Euroag. 3% autour, à vendredi en tout cas. Donc ça c'est quand même de nature à... voilà, on se dit maintenant, même s'il y a encore quelques mauvais chiffres d'inflation, on ne va pas revoir les niveaux de taux qu'on avait probablement il y a un mois. Ça peut évoluer, évidemment, il va y avoir de la volatilité. Ça incite à revenir plus massivement encore sur le marché obligataire? Ça incite à revenir un peu. Nous, on était plutôt sous-pondérés. On l'était resté d'ailleurs je comprends. En début d'année, donc on a été un peu surpris. Mais là, on a plutôt envie de, je dirais, se rapprocher de la neutralité en fait, sur les marchés de taux, plutôt sur le crédit investment grade que sur le high yield, un peu de dette émergente. Mais donc on est plus constructif maintenant, considérant qu'on ne va pas retrouver les plus hauts, notamment sur les taux à 2 ans, qui offrent quand même un peu de valeur aujourd'hui. On a vu plus de 5% sur entre le 2 ans et le 5 ans, on est assez à l'aise. Et ça se fait au détriment des actions, ça? Non, on est au détriment du cash, en fait, un petit peu, parce qu'on avait plutôt du cash. Et puis sur les actions, on est assez neutre. On a un peu réduit l'Europe pour reprendre un tout petit peu de valeur de croissance quand même américaine. Mais ce n'est pas un mouvement très, très important, en fait. Pour conclure avec vous sur la logique d'investissement dans une stratégie diversifiée chez Lazard Frères Gestion, Julien Pierre, qu'est-ce qui a pu évoluer ces derniers jours? Alors nous, ce qu'on pense, c'est que ce resserrement monétaire, il a quand même de grandes chances de déboucher sur une récession. En fait, la question, c'est est-ce qu'elle arrive vite à cause d'un credit crunch qui serait en train de se mettre en place par rapport à ce qui arrive, ou est-ce qu'elle met du temps parce que l'économie résiste bien, la Fed doit encore un peu appuyer, mais cette récession, elle est quand même pas géniale pour les actions. Donc on reste sur des niveaux d'exposition aux actions très modérés, mais par contre on pense effectivement que le crédit investment grade, c'est une bonne position d'attente. Faut que les gens aient en tête qu'on n'est plus du tout dans le même univers que les 10 années passées. C'est-à-dire que pendant 10 ans, du crédit investment grade, ça vous rapportait moins de 1%. Aujourd'hui, on est sur 4 et quelques. C'est quand même plus confortable pour un environnement qui reste un peu compliqué. Position d'attente, donc si je comprends bien. On revient un peu sur des secteurs, c'est vrai, un peu boring peut-être, les télécoms, qu'on avait un peu oublié. Boring is beautiful. Exactement, où il ne faut pas forcément être très brave en ce moment. Bah oui, mais bon, c'est un monde qui se remet peut-être à l'endroit aussi. Donc on reparle de secteurs, effectivement, qui ne faisaient plus la une des informations depuis très longtemps. Je crois qu'Orange était encore très bien orienté aujourd'hui, par exemple, dans le secteur télécom. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nuno Texera, membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. Julien Pierre-Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazard Frères Gestion. Et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG.